Bonjour et bienvenue sur Bref de classe, le nouveau podcast de l'APAG, créé et animé par Nicolas Charles et Johan Chanoir. Sur celui-ci, vous trouverez des mises au point sur les nouveaux programmes de collège et de lycée, des bibliographies, ainsi que des propositions pédagogiques. Bref de classe, c'est aussi la possibilité à chaque émission d'écouter ou de podcaster à part la partie pédagogique où un spécialiste vient présenter un document et un personnage que vous pourrez réutiliser dans vos classes. Yann Sinoviecki, on se retrouve dans la deuxième partie du podcast qui, maintenant, comme on va essayer de le faire à chaque numéro, est consacré à un personnage. Puis, dans un troisième temps, vous nous présenterez un document qu'on peut travailler avec les élèves. Alors, ce grand personnage de l'époque des Lumières, ce scientifique de l'époque des Lumières, qui est-il ? Alors j'ai choisi, parmi toutes les grandes figures que l'on aurait pu évoquer, je me suis focalisé davantage sur Georges-Louis Leclerc, comte de Buffon, qui est l'auteur de cette très grande histoire naturelle, qui est le pendant pour l'histoire naturelle de l'encyclopédie, œuvre considérable qui a été publiée entre 1749 et 1804, le dernier tome étant l'histoire naturelle des cétacés, donc c'est une œuvre colossale de 36 volumes, qui, à sa parution en 1749, était un véritable best-seller éditorial. La première édition est épuisée en l'espace de 6 semaines, elle s'écoule en 6 semaines sur le marché. Alors c'est un personnage qui est emblématique à mon avis de plusieurs aspects du chapitre, parce qu'il est aussi l'intendant du Jardin du Roi, qui comporte déjà le plus grand herbier européen. C'est un fin stratège qui se lance à la fin des années 1770 dans une gigantesque entreprise d'extension spatiale du jardin, durant laquelle il va faire jouer d'ailleurs ses réseaux de protection ministériels, mais c'est aussi un homme de technique, massivement investi par exemple dans la sidérurgie, qui à partir de ses découvertes et de ses expériences sur le fer en 1768 va construire une grande forge à Montbard sur ses terres bourguignonnes, et dont la production atteindra d'ailleurs jusqu'à 375 tonnes de fonte annuelle, ce qui est considérable. Ça peut d'ailleurs même faire l'objet d'une très belle sortie scolaire avec les élèves tout à fait intéressante à Montbard. Alors qui est Buffon ? Buffon est né en 1707, il fait ses études au collège des Jésuites à Dijon à partir de 1717. Si aussi, vous voyez que les congrégations religieuses jouent un rôle important dans la formation des hommes de science. Il étudie le droit, puis la botanique et les mathématiques à Angers, avant de faire un voyage en Italie, puis de s'installer à Paris en 1732. Il entre à l'Académie des sciences en 1734 et devient l'intendant du Jardin du Roi en 1739, année durant laquelle d'ailleurs il publie un mémoire très important dans ce qu'on peut appeler la réflexivité environnementale du XVIIIe siècle, intitulé « Mémoire sur la conservation et le rétablissement des forêts », dans lequel il en appelle à une vaste politique de reboisement du royaume. Alors, il ne faut pas oublier qu'avant d'être un naturaliste, Buffon est aussi un grand mathématicien. Il se sert des mathématiques dans le cadre de ses recherches, par exemple, sur la résistance du bois et sur le refroidissement des planètes. D'ailleurs, en 1749, il formule une hypothèse extrêmement importante sur l'origine du système solaire, en supposant que le Soleil a été heurté tangentiellement par une comète et que la matière arrachée du Soleil lors de ce choc a engendré la formation des planètes. Alors, l'une des principales préoccupations de Buffon, c'est celle de la description des espèces, qui occupe une grande partie de son histoire naturelle. Il ne s'en livre pas à une classification comme Linné le fait en Suède, mais il va étudier davantage les caractéristiques physiologiques des animaux, leurs mœurs, leur habitat. Alors, on peut dire qu'il est d'ailleurs l'un des grands précurseurs de l'éthologie comportementale, et on peut faire lire aux élèves, ce qui peut être très instructif, un article de l'histoire naturelle, le chat, le chien, le corbeau, le toucan. Pour lui, pour Buffon, l'unité de base présente dans la nature, c'est l'espèce. Et des espèces séparées par leur mœurs ou l'habitat vont constituer, mais physiologiquement voisines, vont constituer des familles qui ont une unité biologique propre. Et donc Buffon va aussi être très intéressant parce qu'il s'efforce de penser la transformation des espèces à une époque où il s'agit vraiment d'un authentique débat philosophique et naturaliste. Alors pour Buffon, la transformation des espèces ne demeure évidemment envisageable que si elle est enserrée dans la limite imposée par la fixité des espèces. En somme, la diversification des espèces n'est possible qu'au sein d'une même famille, mais de nouvelles espèces ne sont pas vraiment apparues au cours de l'histoire de la Terre. Alors, l'histoire de la Terre, ça m'amène à préciser que Buffon publie en 1779, après donc son histoire naturelle, un grand livre qui s'appelle « Les époques de la nature »,
dans lequel il écrit une histoire générale de la Terre et expose sa théorie du refroidissement général du globe. Donc là, on n'est pas à l'époque du réchauffement climatique, au contraire, on considère plutôt que le globe va en se refroidissant. Et c'est d'ailleurs dans ce livre tout à fait iconoclaste qu'il date la Terre de 75 000 ans, ce qui était complètement hérétique aux yeux des autorités ecclésiastiques. Et d'ailleurs, pour ne pas se les aliéner, il semble avoir diminué ce chiffre puisque les manuscrits de Buffon semblent donner plutôt le chiffre de 3 millions d'années pour l'estimation de l'âge de la Terre. Alors, si j'ai choisi Buffon, c'est parce que Buffon représente plusieurs points du chapitre et du programme, comme je le disais. Il est à la fois un naturaliste investi dans toutes les questions qui sont liées aux descriptions des espèces animales et végétales. C'est un homme de pouvoir qui bénéficie de très larges réseaux de protection ministérielle, qui nourrit une très intense sociabilité à Paris, où il supervise le jardin du roi, donc c'est une dimension qui est profondément politique. Et puis, on peut voir aussi là, ici, l'articulation entre différents champs du savoir, entre l'histoire naturelle, la botanique, et puis la sidérurgie, donc les techniques. Alors, il faut voir que Buffon s'intéressait à toutes ces dimensions-là, et ça peut être l'occasion justement aux élèves de rappeler que ces hommes de science sont aussi des hommes de technique, et vice-versa. Et puis c'est un petit peu, peut-être, je me trompe, mais un personnage un petit peu oublié de l'époque des Lumières, dont peut-être les théories au niveau de l'évolution animale ou comme ça ont été un petit peu passées sous silence après, au 19e siècle, toutes celles de Darwin. Enfin... Oui, absolument. Alors je mentionnais le débat, c'est vrai que j'ai pas très bien explicité, le débat sur la transformation des espèces. Alors évidemment, on ne croit pas encore... La théorie de la sélection naturelle, de l'évolution des espèces, elle est vraiment formulée au 19e siècle. En revanche, il y a des précurseurs. Buffon fait partie avec Linné. Linné découvre une plante qui s'appelle la Pelloria, et donc il en vient à progressivement formuler l'hypothèse que les espèces peuvent potentiellement évoluer. Mais celui qui va vraiment montrer qui a le plus insisté sur cette idée de transformation et l'idée que l'histoire de la Terre est caractérisée par de grandes phases de révolution où des espèces peuvent même carrément disparaître, parce qu'on ne considérait pas encore au XVIIIe siècle que les espèces pouvaient disparaître. Donc avoir une histoire où elles disparaîtraient... c'est Cuvier qui forme vraiment cette hypothèse de l'extinction des espèces à partir des molaires d'un mastodonte qui est découvert dans la vallée de l'Ohio dans les années 1730. Ce sont des molaires qui vont beaucoup fasciner l'Europe des sciences. D'ailleurs, toute la cour de Louis XV est vraiment fascinée par les molaires du mastodonte qui sont rapportés d'outre-Atlantique. Et c'est Georges Cuvier, sous la Révolution française, qui va formuler la première véritable hypothèse d'une extinction massive des espèces en étudiant l'anatomie de ce mastodonte américain. Il s'aperçoit que c'est une espèce qui ne peut pas exister à l'heure actuelle. Et donc, si elle ne peut pas exister, c'est qu'elle a disparu. Et donc que les espèces peuvent potentiellement disparaître. Donc ça, c'est quelque chose qui apparaît vraiment dans les années 1790. Et puis, c'est Lamarck qui, d'ailleurs, ensuite, sera vraiment le précurseur intellectuel, épistémologique de Darwin, puisqu'il formule l'hypothèse. Alors, Lamarck ne croit pas vraiment en l'hypothèse de Cuvier, selon laquelle le vivant serait régi par des cycles de destruction. En revanche, il considère, Lamarck, que les espèces peuvent se transformer. Et du coup, c'est vrai que Buffon, c'est un personnage qu'on retrouve quand même, alors avec une petite image d'Épinal, dans les manuels. Alors moi, je pense au manuel de 4e, ou souvent il y est, mais dans les manuels secondes aussi, avec son singe, un petit peu. Alors, pourquoi ce singe? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est aussi une expérimentation? Alors, c'est aussi... Alors, je connais un petit peu moins le cas du singe, il me semble que c'est aussi une façon... au sein des Lumières, de réfléchir à la proximité physiologique, anatomique, naturaliste entre l'homme et le singe. Il faut voir qu'au temps des Lumières, la question de l'unité de l'espèce humaine pose vraiment problème. On le voit d'ailleurs, si vous ouvrez la classification de Linné, si vous avez le système de la nature de Linné, vous verrez que l'homme est subdivisé en plusieurs espèces, l'espèce Australopithecus, l'Homo africanus, l'Homo asiaticus, l'Homo americanus. Et je pense que c'est aussi cette illustration, elle témoigne parfaitement de cette interrogation des Lumières sur les relations entre l'homme, le singe, entre les bipèdes, plus largement. Merci. Donc maintenant on va passer à la troisième partie qui est ce document que l'on pourrait travailler avec les élèves. Alors vous avez choisi un document qui a trait un petit peu aussi à l'histoire des femmes, puisqu'il s'agit effectivement d'un document qui parle des progrès de l'obstétrique. Et d'ailleurs vous pouvez aussi retrouver dans le très bon livre publié en 2017 par Fabrice Virgile et Julie Legac, notamment L'Europe des femmes, un exemple sur cette précurseur un petit peu de la chirurgie obstétrique.
qui est Angélique Ducoudray. Et effectivement, là j'ai choisi un document un peu plus original que Buffon et qui permet d'évoquer un aspect qu'on a un peu moins abordé dans le podcast. Alors l'obstétrique, c'est une discipline qui connaît l'un des plus grands progrès au XVIIIe siècle, et on peut partir d'une illustration de la machine d'Angélique Ducoudray, célèbre sage-femme sur laquelle je vais revenir, parce qu'il faut bien voir qu'au XVIIIe siècle, l'accouchement est un moment parsemé et clairsemé de dangers, à la fois pour la mère et l'enfant, et voir que la mortalité infantile est particulièrement élevée précisément en raison des dangers sanitaires et médicaux. Et souvent dans les campagnes, jusque-là, c'est la matrone qui aide la mère à accoucher. Et donc les autorités médicales, au temps des Lumières, vont tenter d'érayer l'effrayante mortalité infantile et tenter de diminuer les risques collatéraux pour les mères. Alors Angélique Ducoudray, 1712-1789, au moment de la Révolution française, c'est la première sage-femme à procéder à des cours publics d'accouchement à partir d'une machine ou d'un fantôme obstétrique, une sorte de mannequin souple qui représente à l'identique le bassin de la femme et les organes reproducteurs. Alors cette machine, elle est d'abord examinée à l'Académie de chirurgie, qui en remarque l'intérêt certain et nouveau, et elle se répand, d'abord en Auvergne, puis dans l'ensemble du royaume. Et donc la méthode que va utiliser Angélique Ducoudray, qui a d'ailleurs l'avantage de pouvoir également sensibiliser des personnes non alphabétisées, c'est l'un des principaux rôles de cette machine, connaît un très très vif succès. Si bien qu'en 1759, le souverain Louis XV octroie à Angélique Ducoudray un brevet pour lui permettre d'enseigner dans les différentes provinces du royaume. Si bien qu'elle va sillonner la France avec et former pas moins de 5000 sages-femmes et chirurgiens. Donc on peut mettre aussi de façon très intéressante cette image en relation avec un extrait de son abrégé de l'art des accouchements qui permet de se représenter la culture matérielle presque folklorique et rudimentaire qui préside alors dans les villages et de se faire une idée du rôle de la machine. Alors cet ouvrage, abrégé de l'art des accouchements, qui est paru en 1752 et réédité ensuite en 1769, est illustré notamment de 26 gravures en couleur, ce qui en fait un objet par ailleurs très intéressant de ce point de vue-là. Alors finalement, Angélique Ducoudray contribue au léger recul de la mortalité des femmes en couche et des nouveau-nés, participant aussi de la prééminence des femmes de plus en plus dans la pratique obstétrique, alors que les hommes monopolisent très largement la médecine et la chirurgie. Alors on peut poser aux élèves plusieurs questions à partir peut-être du texte que je vais vous lire, parce qu'il est aussi très révélateur de la pratique d'Angélique Ducoudray et puis des conditions qui règnent, précaires qui règnent dans les campagnes. On peut se demander par exemple quelles sont les conditions dans lesquelles les femmes accouchent avant les transformations de l'obstétrique avec Angélique Ducoudray. On peut aussi demander quelle innovation Angélique Ducoudray introduit-elle dans son enseignement avec sa machine, décrivait la machine. Ce sont des questions qu'on peut poser aux élèves. Alors vous voyez par exemple un petit extrait de l'abrégé de l'art des accouchements qu'on pourra mettre peut-être en ligne sur le site. Voilà ce qu'écrit au début de son abrégé de l'art des accouchements Angélique Ducoudray. Je les fis entrer dans le détail de leurs accouchements, et par le récit qu'elles me firent, je ne pus douter qu'elles n'aient lieu d'attribuer leurs infirmités à l'ignorance des femmes à qui elles avaient eu recours, ou à celle de quelques chirurgiens de village peu expérimentés. Mon zèle me détermina donc à offrir de donner gratuitement des leçons à ces femmes. Je pris le parti de rendre palpable, en les faisant manœuvrer, une machine que je construisis à cet effet, et qui représentait le bassin d'une femme, la matrice, son orifice, ses ligaments, le conduit appelé vagin, la vessie et l'intestin rectum. J'y joignis un modèle d'enfant de grandeur naturelle dont je rendis les jointures assez flexibles pour pouvoir le mettre dans des positions différentes en arrière-fait, avec les membranes et la démonstration des os qu'elles enferment, le cordon ombilical composé de ces deux artères, et de la veine laissant une moitié flétrie et l'autre gonflée, pour imiter en quelque sorte le cordon d'un enfant mort et celui d'un enfant vivant, auquel on sent les battements des vaisseaux qui le composent. C'est vrai que c'était un texte assez intéressant parce qu'on voit véritablement la découverte du corps, quelque chose qui était assez tabou avec cet objet-là, et on voit en même temps qu'on est dans un entre-deux, c'est-à-dire une période où on a une forte mortalité infantile, en particulier en couche, avec une mortalité même y compris des mères, et on voit ce début des progrès un petit peu grâce à cette femme-là. Alors c'est un exemple, moi je trouve très intéressant parce qu'il déconstruit un petit peu l'idée que ce sont les hommes qui sont au cœur de tout, et là on a pour une fois une femme qui prend en main, qui a l'aval du roi et qui est tout à fait dans l'esprit des Lumières de cette modernisation de la société qui est en train de s'accélérer avant le 19e siècle et l'industrialisation. Yann, je voulais vous remercier pour tous ces documents-là. Je voulais vous rappeler à vous tous que tous les documents qu'a donné Yann ainsi qu'une bibliographie seront disponibles sur le site de la PAG et vous pourrez les télécharger, vous pourrez les utiliser en classe. L'objectif, c'est de partager tout cela avec les élèves et que tous les collègues puissent avoir des exemples. Voilà. Merci Yann. Merci infiniment Nicolas pour cette invitation. À très bientôt.
Retrouvez-le sur Twitter @brefclasse. Tout le contenu de l'émission, la bibliographie, les documents exploités par l'auteur sont disponibles sur le site officiel de la PAG www.apag.fr.